Merci à Marc et puis à Paul et puis à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée, parce que c'était clairement quelque chose qui était important de faire. Et en effet, c'est des maladies qui certes sont des maladies auto-immunes, mais qui touchent le sujet jeune et qui du coup sont exposées à ce risque. Bon, ça, c'est mes liens d'intérêt, essentiellement dans l'aplasie et l'HPN. Donc en pratique, l'HPN, juste parce que je sais bien que la plupart d'entre vous, vous êtes très au courant, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, en tout cas dans le domaine directement, on sait très bien que l'HPN, c'est donc un déficit d'inhibiteur du complément, c'est une hématopoïèse mixte avec des cellules qui sont protégées et d'autres qui ne le sont pas. Et en pratique, on a des patients qui sont exposés essentiellement à 3 complications, une hémolyse, une aplasie médulaire qui est constante avec un degré de sévérité qui est très variable et surtout des thromboses. Et en pratique, la grossesse étant un facteur prédisposant aux thromboses, eh bien l'HPN plus la grossesse, ça faisait jusqu'il n'y a pas si longtemps très mauvais ménage. Et d'autant plus que c'est une maladie du sujet jeune, donc ça c'est le registre que j'avais repris avec un certain nombre de collègues qui à l'époque étaient tous plus jeunes, puisque c'était un travail qui avait été fait sous l'égide de l'association des internes en hématologie. Et en effet, la médiane d'âge au diagnostic de l'HPN, c'est 30 ans, 34 ans dans cette étude, avec eh bien, des patients qui sont diagnostiqués soit au stade d'aplasie, soit au stade de thrombose. Et comme vous le voyez là, eh bien, ce sont des thromboses graves. Et donc, très clairement, dans une population 30 ans où on pense avoir des enfants et où, très clairement, eh bien, c'est le HPN, facteur prothrombotique, grossesse, qui sont dans un âge où, justement, on veut des enfants. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, et ce qui était vraiment le facteur limitant, eh bien, c'est que ces thromboses entraînaient une diminution de la survie. En haut à gauche, la médiane de survie des HPN, 22 ans, impactée drastiquement par les thromboses, avec, comme vous le voyez en haut à droite, une incidence cumulée de l'ordre de 50% à 10 ans, 10-15 ans, ce qui fait qu'en fait, on perdait nos malades de thrombose, et d'autant plus en période de grossesse. Donc, 2007, révolution thérapeutique dans l'HPN, vous le savez tous, l'éculizumab, on bloque la partie terminale d'activation du complément, et donc on se retrouve avec finalement des patients qui hémolysent beaucoup moins, quasiment plus, et donc des patients qui ne font plus de thrombose. Et vous le voyez, ça a été vraiment la révolution dans notre domaine. Et donc des patients qui se retrouvent avec une survie en bas à droite, qui était équivalente à des sujets du même âge et de même sexe. Et donc forcément, chez des sujets jeunes, vous pensez bien qu'on n'a pas pu empêcher la survenue de grossesse. On a pu très bien comprendre et connaître ce médicament pendant les 20 ans de son utilisation, un médicament qui était extrêmement simple à utiliser. Il fallait s'assurer évidemment des vaccinations au niveau méningocoque pour tous les sérotypes, faire des prophylaxies antibiotiques, ça je vais passer vite parce que c'est pas le sujet. Et puis plus récemment, eh bien, un médicament qui se donne lui tous les 2 mois et non pas toutes les 2 semaines, le ravulizumab, qui partage énormément de propriétés à l'éculizumab avec une équivalence de dose qui est plutôt sur du 1200 tous les 15 jours, alors que l'éculizumab, on était sur du 900 tous les 15 jours. Et vous le voyez avec un schéma un peu intéressant, en tout cas intelligent, puisqu'on a au moment de l'endocytose eh bien, une fixation en pH acide de l'anticorps à la vacuole, et donc une dégradation sélective du C5, mais pas de l'anticorps, qui est ensuite relargué dans la circulation. Et donc ce mécanisme de recirculation a beaucoup amélioré la qualité de vie des malades qui sont désormais injectés 6 fois par an. Et puis après, on a eu des études de vraie vie qui ont montré que finalement, l'éculizumab était un médicament qui, même en vraie vie, donnait des résultats qui étaient extrêmement intéressants. Ça, c'est l'expérience française. Le message est assez simple, hein. On voit bien en gris, en bas à gauche, la survie des patients sous éculizumab, qui est encore une fois excellente à comparer aux survies historiques qui, elles, étaient entachées des complications thrombotiques. Et donc, même dans les 6 premières années, vous aviez une diminution drastique de la survie. Et puis, on a montré que, en fait, vis-à-vis de contrôle historique, eh bien, l'HPN permettait de protéger, notamment protéger des thromboses. Et en fait, on s'est aperçu aussi avec le temps qu'on arrivait à beaucoup mieux éviter les complications non seulement thrombotiques liées aux médicaments, mais aussi et surtout méningites
Et ça, c'est un travail très intéressant qui avait été repris par Gérard sur un très grand nombre de patients. Vous voyez qu'il y a 28 000 patients année. Donc, c'est vraiment des données qui sont collectées sur un grand groupe de malades. Et on s'aperçoit en haut à droite eh bien, que l'incidence de méningite diminue avec une information patient qui est maintenant bien relayée, des patients qui prennent bien leur prophylaxie antibiotique et qui finalement décèdent moins parce qu'ils sont bien au courant et que même quand ils sont atteints de méningite, eh bien, on peut les diagnostiquer très vite. Et donc, vous voyez finalement qu'en 20 ans, on est passé d'une maladie mortelle à une maladie où la survie est finalement à retrouver celle des sujets de sujets sains, de même âge et de même sexe, avec des patients qui ont retrouvé une qualité de vie. Et donc, forcément, la grossesse est devenue une question suivante, puisqu'évidemment, quand vous voulez avoir une vie normale, vous retravaillez, vous reprenez le sport, vous n'êtes plus transfusé, vous passez moins possible à l'hôpital, mais une des choses qui est importante aussi, c'est d'avoir une famille, et pour avoir une famille, il faut pouvoir faire des enfants. Et donc, là encore, on s'était aperçu dans l'étude française que les patients sous eculizumab étaient des patients jeunes, et notamment des jeunes femmes, 55% de femmes dans cette étude avec un âge médian de 37 ans. Et on avait un travail qui avait été fait à l'époque par Sophie de Guibert, ça remonte, c'était en 2011. Et en pratique, on avait un travail qui montrait très clairement qu'avant l'ère de l'eculizumab, eh bien, on avait des complications gravissimes de patientes qui étaient enceintes et qui avaient de l'HPN sans eculizumab. Vous voyez qu'on avait des pertes qui étaient fétales, qui n'étaient pas forcément très importantes, mais par contre, on avait des retards de croissance qui étaient très importants, on avait des accouchements qui étaient déclenchés, on avait des prématurités qui étaient très importantes et surtout, on avait des complications graves, à savoir qu'on avait d'une part une aggravation de l'aplasie médulaire avec la 3/4 des patients qui étaient transfusés pendant la grossesse, que ce soit en culoglobulaire ou en plaquettes. On avait au moment de l'accouchement des HELLP syndromes qui étaient plus importants et surtout, évidemment, des thromboses. Et ça, c'était très clairement des complications qu'on n'arrivait pas à prévenir puisque dans la cohorte historique, encore une fois, faite par Sophie sous la direction de Thierry Lamy à l'époque, on s'apercevait que malgré que 2/3 des patientes étaient sous anticoagulation, qu'elles soient efficaces ou préventives, on avait des thromboses sévères. Et vous voyez, sur 36 patientes, on a eu 4 thromboses sévères avec des Budd-Chiari, des thromboses cérébrales et 2 décès. Et donc forcément, comme vous pouvez l'imaginer, c'est évidemment des situations qui sont extrêmement sévères et graves puisqu'on a des sujets jeunes, des patientes jeunes qui vont décéder à cause de la grossesse. Et on a aussi des thromboses tardives. Et je me souviens très bien qu'au moment de ce papier, au moment de sa publication, on n'a pas pu dire que ces thromboses étaient dues au postpartum, parce que le postpartum, c'est 6 semaines, mais on veut bien quand même comprendre et en tout cas recevoir que quand on a 2 patientes qui font une complication après 6 mois, juste à 6 mois, de thrombose cérébrale et Budd-Chiari, très clairement, mésentérique et cérébrale, ça peut être en rapport avec la grossesse. Et puis, on a eu aussi une artério-embolisation au moment de l'accouchement. Et donc, en pratique, on se retrouvait avec une mortalité maternelle qui était de l'ordre de 10%. Et finalement, quoi qu'on en pense, qui était encore plus faible que ce qui était rapporté par les autres équipes. Et quand on prend toutes les cohortes historiques, il y a eu 3 papiers avec à peu près 30 patientes dans chaque papier. Sans eculizumab, on avait une mortalité qui est aussi entre 8% qui était la nôtre, jusqu'à 20% sur une étude plutôt nord-européenne avec des Finlandais, des Norvégiens et des Danois. On avait une mortalité importante. Et donc forcément, si vous voulez, à ce moment-là, on était enclin à se dire qu'il fallait évidemment éviter toute grossesse pour une patiente HPN. Mais encore une fois, c'est compliqué parce que là, les patientes allaient de mieux en mieux. Elles reprenaient une vie normale, une vraie qualité de vie, passaient à l'hôpital simplement pour faire l'eculizumab. Et donc forcément, on s'est retrouvé avec des patientes qui ont été enceintes. Et donc au départ, évidemment, dans les protocoles de traitement, notamment dans l'étude Triomphe, ce sont des patientes qui sont sorties de l'étude. On avait eu des conceptions sous eculizumab, puis ensuite on a eu des patientes qui ont reçu l'eculizumab en vraie vie avec des patientes qui ont finalement eu des grossesses qui se sont bien passées. Et donc on avait eu l'initiative avec Richard Kelly de reprendre l'ensemble de ces grossesses sous l'égide du registre international
IPIG, hein, le groupe d'intérêt international sur l'HPN. Et on a pu comme ça colliger 65 grossesses chez 61 patientes. Et donc là, évidemment, la très bonne nouvelle, c'est que la mortalité maternelle était à 0%. Et donc, c'est ce qui a fait que ce soit publié à si haut niveau. C'est qu'en fait, on s'est aperçu que ces patientes étaient protégées vis-à-vis des thromboses au moment de la grossesse. Et notamment, dans cette étude, aucune patiente n'a présenté de thrombose pendant la grossesse. Alors, il y a eu beaucoup de discussions avec les Anglais parce qu'ils ont tendance à faire une anticoagulation curative pendant la grossesse. Nous, on est plutôt en prophylactique. En tout cas, quel que soit le curatrice ou le prophylactique, il n'y a pas eu de thrombose, à savoir eculizumab plus anticoagulation. On a eu des thromboses en postpartum immédiat avec des explications. On a d'abord eu une phlébite. Bon, ça arrive, hein. Donc ça, c'est pas tout à fait étonnant. Et puis on a eu une thrombose mésentérique, mais en fait chez une patiente qui a fait une hémorragie de la délivrance avec une patiente qui a été inondée de plasma, et donc on peut penser qu'au moment, en effet, de l'accouchement, elle a été entre guillemets sous-dosée de manière relative à l'éculizumab, et que du coup c'est peut-être pour ça qu'elle a thrombosé. En tout cas, on a rapproché les doses et il n'y a pas eu de décès associé. L'évolution a été favorable. On a eu aussi des hémorragies, mais ça finalement c'est ce qu'on peut voir dans d'autres situations. Je vois que là, finalement, il y a une complication qui n'est pas notée, mais qui est très importante. C'est qu'on a eu 2 complications tardives chez les 10 patientes anglaises. Et ces 2 complications tardives, en fait, sont survenues juste après 6 mois, parce que les Anglais avaient pris le parti, au moment de cette étude, de donner l'éculizumab pour 6 mois, mais pas plus, pour les grossesses. Et en fait, on s'est aperçu qu'à l'arrêt de l'éculizumab, 2 patientes ont présenté, l'une un bœuf carré et l'autre une thrombose mésentérique. Et évidemment, l'éculizumab a été réintroduit et les patientes ne sont pas décédées de ces complications. On a pu reprendre une anticoagulation et l'éculizumab et les choses se sont finalement amendées. Mais ça a été quelque part la preuve que dans ce contexte de postpartum, de patientes qui ont arrêté l'éculizumab pour des raisons d'assurance, eh bien, on les exposait à un risque très grave de thrombose et on retrouvait finalement ce qu'on avait vécu dans l'étude rétrospective. Alors, ce qui était aussi très intéressant dans ce papier, c'est que finalement, on a retrouvé des complications liées à la grossesse qui étaient tout à fait comparables à ce qui avait été décrit au même moment dans l'épidémiologie européenne. Et ça, on a eu la chance d'avoir des données qui sont des données officielles, parce que ça, c'est quelque chose en Europe dont on ne se rend pas compte, mais en fait, on a des rendus obligatoires dans la plupart des pays européens, dans la grande majorité, dans tous ceux qui ont participé à l'étude. C'est-à-dire que quand vous avez une sortie clinique d'une grossesse et à 6 mois et à 24 mois, eh bien, ce sont des rapports obligatoires, et donc on a pu comparer. Et on s'est aperçu que finalement, eh bien, les fausses couches spontanées, les retards de croissance, les morts-nés, eh bien, étaient exactement similaires à la population générale. Et on voit bien à droite, à la naissance, 2,6 kg. Bon, peut-être c'est plutôt des petits bébés, mais finalement, ce n'est pas très différent de ce qu'on peut observer avec, que vous voyez, des semaines d'aménorrhée pour l'accouchement à 37. Et donc, finalement, ce qu'on retrouve dans la population générale. Et l'autre chose qui était plutôt innovante, c'est qu'on a pu, à la fois à Leeds et à Paris, doser, et il faut remercier là encore Véronique Frémaux-Bacchi, qui est toujours très, très aidante. On a pu doser l'éculizumab dans le sang de cordon et on s'est aperçu qu'il était indosable, voire détectable, mais extrêmement faible. Et ce qui est encore plus important, c'est, comme je vous l'ai dit, on a pu retrouver les carnets de santé de tous ces enfants, tout à de la grande majorité de ces enfants. Et comme on a des déclarations obligatoires à la sortie de la clinique à 6 mois et à 2 ans, eh bien, on a pu montrer que ces enfants ne présentaient pas de troubles de développement, qu'ils soient cliniques, psychologiques notamment, ou hématologiques. Donc voilà ce papier qui montre qu'en fait, il faut augmenter au 3e trimestre la dose et qu'on n'a finalement pas plus de complications chez ces malades. Et surtout, ce qu'on a vu arriver avec le temps, 2 choses. La première, c'est que de plus en plus, on est passé à des grossesses qui ont pu être faites par voie naturelle. On n'avait plus besoin de déclencher, parce qu'un temps, il fallait vraiment arriver à bien prévoir les choses. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est que vous le voyez en bas à droite de ce papier, eh bien, là encore, les dosages montraient qu'il n'y avait quasiment rien dans le cordon. Alors, ce papier, c'est le papier que je vous ai montré tout à l'heure.
de pharmacovigilance du registre international, où là, pour le coup, il y a eu 206 grossesses rapportées. Et là encore, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve avec des données qui sont similaires à la population générale. Alors, je vous avais fait 2 petits cas cliniques, mais je ne sais pas si ça va bien passer et si vous allez les voir, mais bon, je continue, sait-on jamais. Voilà donc une patiente, mademoiselle K, qui en fait avait fait une fausse couche en septembre 2012. Bon, finalement, on ne saura jamais si c'était lié à l'HPN ou pas, parce qu'elle n'avait pas eu de prélèvement à ce moment-là. On ne savait pas si elle avait une HPN. Et en fait, elle a débuté son histoire HPN en postpartum, un mois après, par un Budd-Chiari. Et c'est là où on a pu instaurer un traitement par eculizumab en urgence. Et elle a pu avoir son premier enfant. Ça a été un peu miraculeux. Puis évidemment, elle s'est dit qu'elle pourrait peut-être en avoir un deuxième. Et donc, comme vous le voyez, elle s'est retrouvée à 5 semaines d'aménorrhée en février 2018, avec une augmentation donc à 1200 sur le 3e trimestre, et puis un accouchement par césarienne à 37 semaines aménorrhée, et tout s'est bien passé. Et maintenant, elle avait une anémie de signification clinique sous eculizumab, donc elle reçoit des inhibiteurs proximaux. Donc en conclusion, en effet, ça a changé la perspective des grossesses avec l'eculizumab dans le contexte de l'HPN. Il y a toujours les cytopénies, c'est-à-dire que ce sont toujours des patients qui sont transfusés en culot et en plaquettes avec une aggravation des transfusions au moment de la grossesse. Il faut vraiment avoir un taux d'hémoglobine aux alentours de 10 grammes par décilitre. Quant aux plaquettes, ça peut rester à 20 000. Le risque lié à l'HPN lui-même sous eculizumab, ça n'est plus un problème. Et en pratique, maintenant, on a tendance à traiter de manière très systématique par eculizumab, avec une HBPN préventive à partir du 2e trimestre jusqu'à l'accouchement. Et au moment où on accouche, on revient de 1200 à 900 mg et on continue les HBPM jusqu'à 6 semaines du postpartum. Évidemment, ce sont des grossesses à risque. Évidemment, il y a une relation extrêmement privilégiée entre les gynécologues, les anesthésistes et l'hématologue. Maintenant, on privilégie les voies basses. On autorise l'allaitement, puisque ça ne passe quasiment pas dans le sang de cordon ni dans le lait maternel, et qu'en plus de ça, eh bien évidemment, ce sera détruit par le suc gastrique de l'enfant. Et on informe évidemment les patients, parce que maintenant, c'est presque devenu de la routine. Et c'est le problème, c'est que quand les choses deviennent en routine, eh bien, on ne fait plus attention. Et donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à dire que ce sont des grossesses à risque, qu'il faut vraiment manager. Et je ne vais pas aller rentrer dans le détail de ce cas clinique. Le message, en fait, c'était simplement pour vous dire qu'à l'heure actuelle, on en est même allé jusqu'à 6 mois sous ravulizumab, et qu'on opère le switch dans les 3 derniers mois, parce qu'on connaît bien le management des 3 derniers mois sous eculizumab 1200 mg et sous anticoagulant à visée préventive. Mais on en est presque à faire du ravulizumab en continu. Il y a d'ailleurs une étude internationale qui est en cours, et j'espère qu'on aura les résultats à la SH.